Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Chapel pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées, de rire et d'échange, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Méfiez-vous d'un patron toxique ». Et pour contextualiser un petit peu notre thème d'aujourd'hui, alors, un patron toxique n'élève jamais son équipe. Il la domine, la divise et l'épuise. Sous des airs de leadership, il critique constamment, dévalorise les efforts et crée un climat de peur. Il manipule, met en concurrence, change les règles selon son humeur et ne reconnaît jamais ses erreurs. Peu à peu, la confiance s'effondre, la motivation disparaît et le stress devient permanent. Si vous vous sentez constamment coupable, surveillé ou inutile, ouvrez les yeux. Le problème, ce n'est pas vous, c'est lui. Protégez-vous, posez des limites et, si nécessaire, cherchez un environnement plus sain. Et pour en parler, nous allons échanger sur ce thème. Et pour démarrer, j'aimerais bien vous poser la question, qu'est-ce qu'un patron toxique? Si vous avez des idées à propos de ce thème, si vous voulez dire quelque chose. Qu'est-ce qu'un patron toxique? Un patron toxique est un supérieur? Oui, quelqu'un veut dire quelque chose sur ça? Voilà, et donc ce qu'on peut comprendre que un patron toxique, c'est un supérieur qui détruit la confiance, la motivation et la santé mentale de ses employés par des comportements abusifs, manipulateurs ou irrespectueux. Voilà, donc c'était juste pour contextualiser un petit peu. Je passe la parole à vous, Somdaji. Bonjour tout le monde. Je pense que c'est ce que vous avez dit, c'est vrai. Car maintenant, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis en ce qui concerne un patron très toxique, manipulateur. Avant, ce n'est pas le cas, parce qu'on a travaillé de 10 heures vers 17 heures. On est à l'aise avec des supérieurs et aussi avec des collègues. On partage beaucoup, il y a toujours une équipe et on peut échanger beaucoup. Bien sûr, il y a du respect, on respecte le supérieur, etc. Mais l'ambiance n'est pas toujours toxique comme aujourd'hui. Et le fardeau du travail, c'est assez grand aussi aujourd'hui. Et tout le monde est stressé. Pendant ce temps, si le patron n'est pas amical, n'est pas une personne qu'on peut approcher, ça pose vraiment un grand problème. Comme avec le travail même, on est vraiment stressé. Donc, le comportement très toxique du patron nous dérange beaucoup. Ça peut-être, et le débordement du travail, c'est assez grave maintenant. On travaille, même quand on est rentré chez nous, on travaille chez soi. On est rentré chez soi, on travaille jusqu'à minuit, de bonne heure, etc. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Au lieu de féliciter, apprécier des employés, si le patron devient très toxique, alors voilà le problème. Donc, comment on peut approcher ce problème? C'est ça notre sujet aujourd'hui. Donc, on peut parler. C'est pas, je crois, c'est la parole, c'est pas très pratique dans ce cas-là. Peut-être on peut dire, il faut connaître notre limite. Donc, il faut dire, alors, maintenant, c'est assez. Après, je vais travailler demain ou quelque chose comme ça. Et il faut avoir confiance en nous. C'est assez important parce que ce type de patron, je crois il y a un complexe ou quelque chose comme ça, c'est psychologique. Donc, il voudrait bien briser la confiance d'autres personnes, etc. Donc, pour éviter ça, il faut parler avec confiance,
travailler, parler en groupe avec des autres amis qui ont de même expérience et partagent notre opinion avec le patron. C'est tout, merci. Parfait, merci beaucoup Sandaji. Alors, vous avez raison, vous dites que avant et après. Et donc, c'est vraiment un grand changement qu'on voit autour de nous. Mais avant, il y avait beaucoup de respect. Je crois que le respect, ça existe, mais avec la concurrence, ça a beaucoup changé la situation. Et est-ce que vous dites que, au lieu de féliciter, au lieu d'apprécier, on a vraiment rendu l'ambiance très tendue et avec les limites. Il faut vraiment fixer ses limites avec son travail et aussi de parler établir un dialogue entre ses camarades, ses collègues, entre les patrons et les employés, ça c'est important. Voilà, donc avant, peut-être c'était simple, mais je crois que même avant, quand il y avait des limites, il y avait une ambiance stricte, mais c'était avec un ordre et qu'on suivait les règles. Mais maintenant, on comprend c'est quoi mes droits, et donc je dois faire selon mes droits, et donc je ne vais pas être abusé par quelqu'un qui va me maltraiter. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Somdaji. Les autres, si vous avez quelque chose à ajouter sur ce thème d'aujourd'hui, Merci. pour vous rappeler le thème, c'est méfiez-vous d'un patron toxique. Si vous avez une expérience d'avoir vécu une ambiance assez toxique, peut-être, ou vous connaissez quelqu'un qui a vécu un environnement toxique au travail ou au bureau, peut-être, si vous avez quelque chose à dire sur ça. Voilà, on va continuer. Et donc, on avait dit qu'avant, c'était pas exactement comme ça. C'est-à-dire, avant, il y avait beaucoup de respect, on comprenait les autres et il y avait ce sentiment de partage. Et même, je crois qu'il n'y avait pas on ne parlait pas de compétition, pas de concurrence. Mais aujourd'hui, avec la croissance, il y a toujours, on dirait qu'il y a cette compétition qu'on trouve autour de nous. Et donc, c'est vraiment la raison peut-être, et même les patrons sont vraiment exigeants. Et bien sûr, on ne va pas confondre le mot exigeant avec la toxicité parce que il y a une différence dont on va parler aujourd'hui pour différencier entre quand est-ce qu'on a un patron qui est exigeant et quand est-ce qu'on a un patron qui est toxique. Voilà, on va essayer de les différencier. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ça, allez-y, si vous avez quelque chose à dire sur ce thème d'aujourd'hui. Voilà, je vais partager mon écran pour vous montrer une image. Voilà. Et à travers cette image, j'aimerais bien. Voilà. Et donc, patron toxique et patron exigeant. Est-ce la même chose? Mais on va en parler. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord partager une vidéo avec vous. À travers cette vidéo, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est quand on dit que c'est un patron toxique. Voilà. Je partage mon écran. Voilà. Écoutez bien. La suite avec Jean-Marc Morandini. Et si votre patron, votre chef, votre manager qui vous fait vivre un enfer était finalement toxique? C'est la question que pose Hélène Vecchiali dans son livre Mettre les pervers, échecs et maths. Qui sont les pervers? Quelles sont les méthodes pour établir leur emprise sur leurs victimes et surtout comment s'en sortir face à eux? Hélène Vecchiali, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez été longtemps psychanalyste. Aujourd'hui, vous êtes coach pour dirigeants d'entreprise. C'est vrai que cette notion de pervers narcissique, on l'entend beaucoup, on la voit beaucoup dans les médias, dans la presse. Alors c'est quoi un patron qui serait pervers narcissique d'abord? Comment le reconnaître? D'abord, je crois qu'il faut être très vigilant pour poser ce diagnostic parce que c'est une pathologie qui est très lourde, donc il faut la donner avec d'infinies précautions. Un pervers, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un harceleur, un persécuteur ou un manipulateur. C'est quelqu'un qui a une stratégie très précise, très grave et très détaillée. Donc un manager qui serait pervers est quelqu'un qui a l'objectif de mettre l'autre sous emprise, qui considère l'autre comme un objet et qu'il souhaite le détruire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui espère finalement jouir de vos souffrances? Oui, il espère ça, mais malheureusement, il n'est jamais très satisfait parce que ce n'est pas la solution, mais donc il sait à sans cesse recommencer. Mais comment il s'y...
Voilà, donc pour comprendre, on a dit que c'est un patron toxique, c'est un pervers. Et quand on dit un pervers, c'est celui qui peut-être qui n'est pas vraiment un harceleur, un persécuteur ou un manipulateur. Peut-être il est un mélange de tous ces aspects-là. Mais en fait, son intérêt, c'est de vraiment détruire l'autre. Donc vous voyez à quel point c'est néfaste, c'est nuisible. Et cette personne, ce patron toxique, il a une stratégie bien détaillée. Et alors, on les trouve autour de nous. Et donc, ça, c'est vraiment important de les reconnaître. Et ça va être la question suivante. Comment on va les reconnaître? Comment est-ce qu'il s'y prend? Et donc, un patron toxique, comment est-ce qu'il avance? Qui prend concrètement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leurs supérieurs au travail, dans le quotidien, et ils doivent se dire, bah tiens, mais c'est exactement ça mon patron, il est pervers. Comment il s'y prend clairement? Mais d'abord, il commence par ferrer sa proie. Donc, il va commencer par la séduire en essayant de la combler, en lui disant des choses que l'autre aurait envie d'entendre. Tu travailles bien, tu Voilà, fais du tu es bon travail. extraordinaire, tu es la meilleure de toute l'équipe, vraiment sans toi je m'en sortirais pas. Et une fois que sa collaboratrice, parce que les victimes sont souvent des femmes, une fois que celle-ci est mise sous emprise et qu'elle vit un paradis absolu en étant comblée totalement, à ce moment-là il va se retirer et va commencer un jeu de chat et de souris, d'enfer et de paradis, et avec des humiliations, avec des critiques, etc. Mais ça lui apporte quoi? Une satisfaction personnelle? Oui, oui, en fait, ce qu'il faut faire aussi, c'est la différence entre les pervers et les narcissiques. Voilà, donc je pense que vous avez compris comment est-ce qu'elle s'y prend, comment est-ce il va initier cette démarche. Alors tout d'abord, elle va ferrer sa proie. Donc ferrer sa proie, c'est-à-dire elle va essayer de cibler la personne qu'il va attaquer. Et donc comment est-ce qu'il va le faire? Il va vraiment combler cette personne avec beaucoup de compliments. Il va lui dire peut-être tu es la meilleure personne de notre équipe et tu es incroyable et sans toi, qu'est-ce que je vais faire? Et donc ta présence c'est quelque chose de précieux dans notre organisation. Vous voyez, donc il va essayer de l'apprécier, faire des compliments et vraiment lui donner une image que ce patron, lui, il est quelqu'un d'exceptionnel. Et petit à petit, il va mettre cette personne sous emprise. Et une fois que l'autre, surtout dans ces cas-là, on voit que ce sont des femmes, et donc une fois que cette personne, la femme, est sous contrôle, il va commencer à jouer le jeu de chat et de souris, c'est-à-dire il va commencer à l'humilier, l'insulter, et peut-être baisser l'estime de cette personne en disant que tu fais pas assez. Vous voyez, donc un grand changement, il va montrer à cette personne, surtout d'où il a commencé et vers le côté un petit peu négatif parce que c'était pas quelque chose d'attendu, mais ça va se faire comme ça. Et maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi la différence entre un pervers narcissique et voilà. Et donc la personne narcissique et un pervers. Et c'est quoi la différence entre un patron qui est narcissique et un patron qui est toxique ou c'est un pervers? Alors, ils sont tous les deux narcissiques au sens commun du terme, hein, mais le pervers, lui, il considère l'autre comme un objet, mais il a comme objectif de le détruire psychiquement. Alors que le narcissique, lui, il va considérer l'autre aussi comme un objet, mais il va avoir comme objectif de se mettre en valeur, de se glorifier, puis une fois que l'objet est usé, il le jette et il se fiche complètement de son sort. Vous expliquez dans votre livre Mettre les pervers, échecs et maths chez Marabout, vous expliquez qu'il y a Voilà, et donc, enfin, quand on va comparer un patron pervers et un patron narcissique, c'est quoi la différence entre les deux? On a compris à travers ce que dit cet expert, c'est que le patron narcissique, il aime bien se glorifier. Il aime bien qu'on lui dise que ah, vous êtes exceptionnel, vous avez un grand talent et que vous êtes quelqu'un d'incroyable. Et l'autre, c'est patron pervers. Et c'est quoi son but? Son but, c'est vraiment de détruire l'autre psychiquement. Et petit à petit, il va créer cette pression immense. Et à la fin, cette personne, l'autre, va finir par quitter son emploi ou va
se détruire complètement. Mais la chose commune entre les deux aspects de patron pervers et patron narcissique, c'est que les deux vont considérer l'autre comme un objet. Ça, c'est clair. Et donc, vous voyez l'approche. Donc, on peut même comprendre quand on travaille dans un bureau, alors dans notre organisation, dans notre entreprise, comment est-ce que notre patron, euh, il se comporte avec nous? Et alors, à travers ces variations différentes, on peut comprendre si c'est un patron narcissique ou c'est un patron pervers. Voilà. Il y a quelques précautions à prendre, en particulier, par exemple, avec son chef, il ne faut pas trop parler de soi, il ne faut pas trop parler de sa vie privée, parce qu'il va pouvoir y détecter des points faibles qui font qu'il va ensuite s'appuyer là-dessus. Oui, c'est-à-dire qu'au moment de la phase de séduction, au moment où il va ferrer sa proie, eh bien, la proie va se sentir en confiance et va parler, va donner des éléments, peut-être des indications de points de faiblesse, des failles dans lesquelles le pervers va s'engouffrer et va l'élargir à l'infini. Donc effectivement, il faut se méfier, mais une fois que la victime a repéré, et c'est l'étape la plus dure, a repéré qu'elle était sous emprise, là, il n'y a pas d'autre solution que de fuir, de se transformer en anguille et de sortir de l'isolement et de récolter des preuves. Vous donnez des exemples précis dans votre livre. Par exemple, vous dites si ce patron pervers sait que la famille est importante pour sa victime, il va compliquer son emploi du temps. Si la personne est perfectionniste, il la reprendra sans cesse sur des petits détails. Donc à chaque fois, il appuie où ça fait mal. Oui, il a un art incroyable, c'est-à-dire que comme lui est sans émotion et sans identité, il est capable de scanner l'autre et de repérer les failles, les forces, les faiblesses, les points sur lesquels il va pouvoir, les blessures qu'il va pouvoir rendre hémorragiques. Donc c'est un talent incroyable si ce n'était au service du mal. Mais Voilà, donc on comprend que le patron pervers, qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, pendant la phase de séduction, c'est-à-dire le moment où il va ferrer sa proie, il va cibler quelqu'un, il va viser quelqu'un, il va essayer de trouver une proie après, et alors il va essayer euh, de dire de jolis mots, il va essayer de l'apprécier. Et pendant cette phase-là, il y aura je dirais, une émotion qui va être créée chez l'employé et il va se sentir très à l'aise. Elle va se sentir peut-être très à l'aise et ça va être la période où cette personne va commencer à partager peut-être sa vie personnelle. Parce que maintenant, on comprend que le patron, il est gentil, il est très agréable et qu'il me met à l'aise, il est à l'écoute. Et donc, je vais commencer à lui parler de ma famille, de mes préférences, ce que je fais pendant le week-end. Et ça va l'aider. Qui? Ça va l'aider, le patron pervers, à vraiment détailler sa stratégie parce que lui, il va commencer à marceler en me donnant plus de travail. C'est-à-dire, il va vraiment euh, essayer de me faire mal, surtout où c'est quelque chose de très, très sentimental ou émotionnel pour moi. Imaginons si je lui dis que ma famille, c'est quelque chose de très précieux pour moi, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner plus de travail. Il va essayer que je ne quitte pas mon travail, et même le week-end, il va me demander de venir au bureau. Peut-être je pourrais lui dire que, peut-être, je lui avais dit que moi, j'aime bien passer le week-end avec ma famille. Et donc, il va me donner des tâches à finir pendant le week-end. Il va, euh, il va compliquer ma vie. Ou peut-être si je lui dis que moi, j'aime bien, je suis perfectionniste, monsieur, j'aime bien que tout soit parfait. Et donc, qu'est-ce qu'il va me dire? Dès que je lui apporte un nouveau travail, un projet, il va m'indiquer, ah, c'est pas bien fait. Est-ce que tu peux refaire ça parce que toi, tu es perfectionniste, tu n'as pas encore refait avec tout ton talent. Et du coup, je vais être perturbé, je vais être tracassé et importuné par toutes ces demandes parce qu'il comprend très bien que moi, je suis perfectionniste et du coup, il va en profiter. Et vous voyez, donc, c'est vraiment le patron pervers qui va essayer de trouver des excuses, des raisons pour me mettre en difficulté. Et, euh, et c'est quoi la solution? On va écouter la solution parce qu'après, vous voyez, c'est pas si simple. Avec un patron euh, de ce côté-là qui est pervers et qui nous perturbe tout le temps sans aucune raison. Voilà, et donc on va comprendre c'est quoi la stratégie pour s'enfuir. Écoutez bien. le problème, c'est comment on se sort de ça. Quand on est tombé dans son piège, parce que finalement, on ne s'en rend compte qu'après coup. Quand on a un patron qui, dans les premiers temps, vous arrivez dans une société, vous dit, t'es fabuleuse, t'es génial, t'es la meilleure de l'équipe, on est plutôt content.
on est heureux. Donc on tombe dans le piège. Et quand ensuite il bascule et il tombe dans son côté pervers, c'est trop tard. Oui, et surtout la victime met du temps parce que les victimes ont une faille. Alors d'abord, ce sont des belles personnes qui sont généreuses, qui sont loyales. C'est qui plutôt sont... les gens gentils, en fait. Oui, et Au bon surtout sens du terme. lumineuses. Hein. Il est certain que le pervers, contrairement à ce qui a pu être dit, les masochistes, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est comme un vampire. Il veut du sang champanisé. Il n'a que faire d'un sang putride. Donc, ce sont des belles personnes, mais leur faille, c'est qu'elles ont un manque de confiance en elles. Elles ont une loyauté incroyable, une culpabilité permanente. Donc, de ce fait, le pervers a une autoroute pour les manipuler. Donc, elles mettent du temps à s'en rendre compte. Et puis, surtout, quand elles s'en rendent compte, elles vont essayer de sauver le pervers. Elles vont essayer, Ah bon oui, de se dire non, mais c'est pas possible. Il est en souffrance, donc je vais l'aider. Et elles se mettent à essayer d'être infirmières. Or, on ne négocie pas avec un terroriste. Ça, c'est le mantra que les victimes doivent se répéter sans arrêt. On ne négocie pas avec un terroriste, sauf à être perverse elles-mêmes. Elles s'en sortiront jamais. Donc il faut fuir, il faut se transformer en anguille ou en savonnette ou en anguille savonneuse. Faut quitter son... Voilà, donc ici, on comprend bien que elle dit que ce sont les personnes qui vont être victimes. Il y a beaucoup, enfin, il y a des défauts qu'on trouve chez elles, ces personnes aussi. C'est-à-dire, ce sont les personnes de belles personnes, les personnes extrêmement loyales, et ce sont les personnes lumineuses plutôt. Et donc, ce sont les gens gentils. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'elles se trouvent piégées à travers les actes néfastes d'un patron pervers, et le moment où il commence à se rendre compte que c'est quelque chose de compliqué, c'est vraiment quelque chose de paradoxal, mais c'est vrai que ces gens-là, les victimes qui sont des personnes gentilles, ils commencent à protéger le patron pervers. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'elles disent, ces personnes-là, ces victimes-là, ces gens-là? Ils disent que peut-être mon patron, il est gentil, mais il a une grande souffrance chez lui, peut-être. Vous voyez? Il commence à être infirmière. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça parce que le patron est un grand manipulateur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il, il les a convaincus que moi, je suis pas comme ça, mais peut-être j'avais une enfance assez douloureuse et que j'avais une vie assez, comment dire, pleine de souffrances. Et c'est pour ça que je suis comme ça. Et donc, il va avancer des histoires assez inventées à travers lesquelles peut-être ces victimes vont être très, comment dire, et ils vont considérer que peut-être ce patron n'est pas si méchant, et c'est peut-être une raison personnelle, et ils vont essayer de la comprendre, cette personne, et cette raison aussi, et ils vont être infirmiers. C'est ça que dit notre experte. En plus, le problème, c'est qu'avec les gens gentils, ils ont toujours le manque de confiance, une culpabilité permanente. Et aussi, on a vu que ce sont les gens gentils. Et après, chez le patron pervers, le truc, c'est que c'est un vampire. C'est un vampire. Et il s'intéresse vraiment au champ champanisé, c'est-à-dire, il est vraiment, et c'est une façon imagée où on voit que c'est un vampire. Et sa nourriture, c'est quoi? C'est le sang champanisé, c'est-à-dire carbonated blood, et c'est vraiment une essence imagée. Du coup, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut négocier. Et à la fin, elle dit que, cet expert dit, on ne négocie jamais avec un terroriste. S'il est un terroriste, soit il faut trouver une solution permanente. Voilà, et donc, comment on peut trouver avec l'armée, la police, il y a une attaque immense, et donc il faut vraiment trouver une solution permanente. Ou bien, il faut s'enfuir. Et il faut se transformer je dirais, comme elle avait dit, c'est-à-dire en anguille. Anguille, en anglais, on dit eel, un electric eel, voilà, et donc on trouve là dans l'océan, dans des rivières. Et donc, ça, c'est facile pour une personne de se transformer en anguille et de quitter cet endroit. Sinon, quitter cet endroit, c'est-à-dire, on n'a pas encore dit qu'il faut quitter son travail, parce que le travail, ça, c'est important. Toute notre vie dépend, et la vie d'autres personnes dépend de notre travail, mais il faut trouver un changement, et on va écouter en détail. Mais avant de faire ça, on va passer la parole à vous. Somdaji, vous voulez dire quelque chose sur ça? Oh oui, parce que vous avez parlé comment les employés qui sont harcelés par ce type de patron,
Oui, Je crois que ce comportement, c'est comme le syndrome Stockholm, parce oui, que oui, c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est oui, tout à fait. Vous avez raison. Ouais. OK. Merci. Absolument. Et donc, oui, mais je vous en prie. En fait, vous voyez, c'est-à-dire, c'est vraiment une grande stratégie. Et donc, se trouver au milieu. Et donc, comment se dire que moi, est-ce que c'est moi le victime ou je suis le coupable? Et donc, et des fois, c'est compliqué. Et donc, il faut parler aux autres. On va essayer de trouver les solutions. Allez-y, écoutez bien. Boulot Ben, ou changer de malheureusement ou service. heureusement, tout le monde ne peut pas quitter son C'est pour boulot. ça que c'est Donc, compliqué. voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est surtout se transformer en anguille, surtout fuir et surtout sortir de l'isolement. C'est-à-dire essayer d'aller voir le DRH ou la DRH, sauf si c'est lui qui est pervers. Et surtout sortir de l'isolement, en parler et récolter des preuves, ce qui n'est pas facile parce qu'ils n'en laissent pas beaucoup. Mais est-ce qu'on est tout le temps pervers ou on le devient pour se mettre de l'autre côté, du côté du patron pervers? Est-ce que cet homme-là, c'est souvent des hommes d'ailleurs, non? Ça peut être des Oui, femmes aussi? oui, ce sont souvent, il y a des femmes aussi, mais ce sont Plutôt souvent des des hommes. hommes. Est-ce que ce patron pervers finalement a toujours été pervers tout au long de sa carrière, Oui. ou c'est le fait d'être patron Non, qui non. lui donne cette perversion et Non. ce pouvoir? Les pervers recherchent les postes de pouvoir. Donc, et un pervers, c'est une structure. C'est-à-dire que cette structure, elle se situe entre la norme et la pathologie, dans une zone qu'on appelle borderline ou état limite, où là, il y a les pervers qui sont donc ni normaux, ni complètement fous, mais qui sont dans cet entre-deux. Et c'est une pathologie qui est très, très grave et malheureusement quasi incurable. Donc, Quasi incurable. on est pervers. Et de ce fait, c'est pas le fait d'être au pouvoir qui fait qu'il est devenu pervers, c'est parce qu'il était pervers qu'il a cherché à avoir ce pouvoir. Mais ces gens-là sont des malades? Ah oui, ce sont des graves malades. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, et ça aide les victimes, c'est que dans ce duo tragique, pervers-victime, le plus dépendant n'est pas celui qu'on croit. Le pervers est dépendant de sa victime. C'est une toxicomanie. Ils ont besoin de cet objet-là, ils ont besoin de ces gens-là sur lesquels ils vont déverser leur haine de vivre, leur haine de soi, leurs angoisses, leur déni, leur frayeur. Et de ce fait, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Mettre les pervers échecs et maths », c'est-à-dire lorsque la victime, tout d'un coup, réalise, se fait aider, sort de là et dit stop, le pervers s'effondre. Alors il s'effondre 5 minutes, 10 minutes, un mois, trouve une autre victime. et puis il trouve une autre victime. Et est-ce que Vous voyez ça? Alors, tout d'abord, pour trouver les solutions. Alors, il faut parler aux autres, il faut parler aux collègues, il faut parler au management, à la direction des DRH, voilà, le département de ressources humaines. Et aussi, il faut récolter des preuves. Parce qu'après, ça va être compliqué de justifier, de prouver que c'était vraiment le cas. Mais c'est vrai que les patrons pervers n'en laissent pas beaucoup parce qu'ils comprennent très bien leur stratégie. Et l'autre question qui a été posée, c'est que est-ce que les pervers sont toujours pervers ou ils sont devenus pervers dès qu'ils ont obtenu ce poste de patron? En fait, c'est une pathologie dont elle parle, notre experte. Elle dit que ils étaient comme ça. Et donc, ce sont des graves malades. Et ils trouvent des gens comme ça pour les humilier, pour les insulter, pour sortir leur angoisse, leur souffrance, leur côté négatif. Mais le truc très simple, c'est que dès que dans ce duo, patron et le victime, l'employé, dès que l'employé ou le victime dit stop, le patron va s'effondrer. Et c'est quelque chose d'incroyable parce que quand l'employé est vraiment fort et qu'il dit, ou elle dit, cette personne, elle dit que moi, il faut que ça arrête, il faut que ça s'arrête. Et donc, dès que le patron pervers voit que l'employé a une puissance incroyable, il va s'effondrer dans 5 minutes, oui. Et donc, ça, c'est quelque chose de nécessaire parce qu'après, ce dont on a parlé, qu'on considère des fois que notre patron pervers et en souffrance, il faut l'aider, mais ça ne marche pas comme ça. Voilà. On va continuer. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y, n'hésitez pas à le dire. le pervers est comme ça dans toute sa vie, c'est-à-dire y compris Oui. dans sa vie privée? Mais surtout dans sa vie privée. Ah bon? Mon essai est surtout sur la vie privée, mais quel que soit l'environnement, que ce soit privé ou professionnel. Il n'a pas deux visages, Non, en fait. non. Il n'est pas pervers Non. au travail et Non. adorable dans la vie Non, privée. non, non, Ça n'existe pas, ça. Non, c'est presque génétique, c'est comme une ADN, il s'est collé à lui et c'est sa souffrance de vivre qui fait qu'il est comme ça partout. Et Quoi. personne s'en est aperçu avant, finalement. Il n'y a pas des signes qui font que cet homme-là a été retiré
retirer de la société si c'est un malade. Mais on ne peut pas les retirer parce qu'ils sont quand même par moments brillants et puis ils ont quand même par moments des compétences. Enfin, ou quand ils sont dirigeants, ils ont des vraies compétences. Mais c'est très difficile parce qu'ils sont fascinants. Les gens qui sont autour d'eux sont fascinés, paralysés, complètement sous leur joug. Et les gens à l'extérieur regardent ça avec admiration. Parce que nous, névrosés de base, c'est-à-dire les gens normaux, on est complètement sidérés devant leur capacité à transgresser tout ce que nous on s'interdit, à jouer avec la loi, tout ce que nous on s'interdit. Donc on est béat d'admiration, sauf quand ça tombe sur nous. D'un mot, vous en voyez beaucoup, des pervers? Oui, malheureusement, et même si je suis ravie que mon livre remporte autant de succès, j'avoue que je suis stupéfaite que ça intéresse autant de gens et que ça touche autant de gens. C'est passionnant. Merci beaucoup Hélène Vecchiali d'avoir été avec Merci nous. à vous. Le livre s'appelle Mettre les pervers, échecs et maths et c'est paru chez Marabout. Dans un instant, le dernier mot de la... Voilà, donc on a vu que ce sont des gens qu'on trouve dans la société et qu'ils n'ont pas de visage différent. Et donc, c'est tout le temps la même personnalité. Et donc, dans leur vie personnelle, professionnelle, c'est partout pareil. Et alors, la question, c'était pourquoi on ne peut pas les retirer de la société si on trouve que ce sont les grands malades? On peut les retirer facilement, mais l'aspect, c'est que ce sont des gens talentueux parce que quand ils vont accéder au poste supérieur dans la hiérarchie, parce qu'ils ont des compétences et donc les autres vont être fascinés, ils peuvent aussi être paralysés par leur charme et ça c'est quelque chose d'incroyable. Mais petit à petit, on comprend que c'est pas le côté juste qu'on avait apprécié au début. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça va? Vous comprenez? Très bien. Si vous avez des choses à dire, si vous avez, je ne veux pas que ce soit votre cas à vous, mais peut-être si vous connaissez quelqu'un ou bien vous aussi, vous avez vécu une expérience pareille et vous voulez partager ça. Des fois, ce qui se passe, c'est que comme je vous disais que c'est compliqué de comprendre est-ce que c'est un patron toxique ou c'est un patron exigeant. Parce que nous aussi, quand on avance dans notre carrière, on nous demande de vraiment surveiller et aussi gérer, diriger les équipes. Et ce qui se passe, c'est que on n'arrive pas à comprendre la différence entre le patron toxique et le patron exigeant. Et à mesure que l'on progresse dans la hiérarchie, la responsabilité de gérer des équipes et de prendre soin de personnes placées sous notre direction devient des fois essentielle. Mais pourtant, il n'est pas toujours facile pour un leader de comprendre s'il blesse involontairement ses collaborateurs ou s'il les fait se sentir diminués. La frontière entre être simplement exigeant et devenir toxique peut parfois sembler floue. Ça, c'est vrai. Des fois, c'est compliqué. Ça devient flou entre le patron toxique et le patron exigeant. Mais comment s'assurer alors que l'on est un manager rigoureux et non un chef qui, sans le vouloir, glisse vers des comportements nocifs? Cela concerne aussi bien un chef d'équipe qu'un responsable à tout autre niveau de leadership. Alors, à tout moment, quand on progresse, même quand on travaille dans une école, dans une université, dans une organisation, bien sûr, on va avancer. Ça va être notre progression professionnelle et on aura des gens avec nous et donc on va être le leader, le chef, la chef. Et comment se comporter? Parce qu'après, on se pose la question aussi des fois, est-ce que moi, je suis un patron toxique? Est-ce que je suis devenu un patron toxique ou je suis un patron exigeant? Alors, il faut bien distinguer les deux. Voilà. Et donc, patron toxique, est-ce que c'est la même chose? Non, pas du tout. Un patron exigeant n'est pas toxique, ça, il faut être vraiment clair. Mais un patron toxique peut faire croire qu'il est simplement exigeant. Vous voyez, le contraire, c'est possible. Un patron exigeant n'est jamais un patron toxique. Par contre, un patron toxique peut montrer que moi, je suis un patron exigeant, juste pour cacher la vraie identité. Les deux ont des comportements complètement différents. Si on parle des patrons exigeants, ils demandent beaucoup, mais ils le respectent. Ils veulent de la qualité, mais ils donnent les moyens de réussir. Ils corrigent, mais ne détruisent jamais la personne. Vous voyez, la destruction, c'est pas dans son vocabulaire. Et il peut être strict, mais il est juste. Et quels sont les signes d'un patron exigeant? Il explique clairement ce qu'il attend
il donne du feedback, du retour professionnel, il encourage la progression, il assume ses responsabilités, il reconnaît le travail des autres et il ne mélange pas personnel et professionnel. Par exemple, je veux ce rapport demain, je sais que c'est rapide, mais tu as toutes les infos et je suis là si tu as besoin d'aide. Le patron toxique, au contraire, il détruit, humilie, manipule, dévalorise, il crée du stress inutile, de la peur, de la confusion. Il utilise le pouvoir pour contrôler, pas pour guider. Quels sont les signes d'un patron toxique? Voilà, on voit que il critique, il y a des critiques personnelles, il y a des attaques directes, jamais de compliments, toujours des reproches, change d'avis pour piéger ou déstabiliser, il humilie en public, se montre charmant en privé, vous voyez? Et puis, il vit dans la manipulation, la peur, la pression. Il s'attribue le succès et il rejette les erreurs sur les autres. Par exemple, c'est n'importe quoi ce travail, je me demande comment tu as été embauché. C'est ça qu'il lui dit et il dit aux autres. Et après, la vraie question, c'est comment savoir si moi-même, par exemple, moi, j'avance dans ma carrière et il y a des gens que je dirige. Alors, est-ce que je suis toxique ou simplement je suis exigeant? Alors, ce que je peux faire, c'est que vous êtes un patron exigeant si les gens apprennent avec vous, ils progressent même s'ils vous trouvent dur, ils n'ont pas peur de venir vous parler, vous critiquez le travail, jamais la personne, vous êtes ferme mais jamais non. Et après, on peut même voir, quand on parle, vous êtes peut-être un patron toxique, peut-être. Si les gens ont peur de vous, ils stressent avant de vous parler. Ils commencent à stresser. Ou bien, ils se sentent toujours nuls après un échange. Ils cachent leurs erreurs, ils évitent les réunions avec vous, et puis vous devenez agressif quand ils ne comprennent pas. Voilà, et donc ce sont les signes pour dire que vous êtes un patron toxique. Alors, règle, c'est très simple. Un bon patron crée un espace où l'on ose poser des questions. Par contre, un patron toxique crée un espace où l'on a peur de parler. Et donc, si vous voyez que les gens autour de vous, ils ont peur de vous parler, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est normal parce que quand on avance, des fois, on a des stratégies juste pour contrôler notre équipe, pour vraiment les aider à faire leur mieux. Mais des fois, c'est pas dans le mauvais côté. Donc, et il faut rester vigilant de ne pas vraiment aller dans la direction d'être patron toxique. Petit à petit, on ne sait pas, ça peut devenir notre habitude aussi. Et donc, comment savoir objectivement qui vous êtes? Alors, posez-vous ces questions-là. Alors, est-ce que les gens se sentent mieux ou pire après m'avoir rencontré? Si c'est pire, attention. Est-ce que j'écoute vraiment? Alors, c'est une belle question parce qu'un patron toxique n'écoute jamais, un patron exigeant écoute toujours. Ensuite, est-ce que je donne des instructions claires? Le toxique reproche ce qu'il n'a pas expliqué. Oui. Et puis, est-ce que je valorise les réussites? Le toxique dit « Ah, c'est normal ». Par contre, l'exigeant dit « Bien joué, continue ». Vous voyez la façon dans laquelle il va apprécier. Et puis, est-ce que j'ai déjà présenté des excuses? Je dois me poser la question. Est-ce que j'ai déjà présenté mes excuses? Les patrons toxiques ne s'excusent jamais. C'est-à-dire, c'est clair? Ils n'ont jamais tort. Et puis, comment éviter de devenir toxique sans le vouloir? Vous voyez, des fois, on n'a pas envie de le faire, de l'être, mais on finit des fois par le devenir parce que des fois, on ne comprend pas. Et prendre le temps d'expliquer, demander régulièrement, est-ce clair? Ça va? Vous comprenez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Il faut dire merci, critiquer les actions, jamais la personne, puis s'autoriser à reconnaître une erreur, être ferme mais humain, fixer des objectifs réalistes. Et pour une conclusion simple entre un patron toxique et un patron exigeant, voilà, c'est important de comprendre, un patron exigeant rend son équipe plus forte. Par contre, un patron toxique la détruit. C'est son objectif.
Et la frontière est simple. L'exigence pousse vers le haut, tandis que la toxicité écrase vers le bas. Voilà. Et donc, vous avez compris, si il y a un patron toxique ou il y a un patron exigeant qui se cache chez nous. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. C'est bon? Voilà. On va continuer. Je vous ai choisi une autre vidéo qui va nous montrer les personnalités toxiques. Par exemple, quand on travaille, voilà, dans un bureau, dans une organisation, dans une association, une entreprise, il y a des personnes différentes, mais tout le monde n'est pas un patron toxique, un collègue toxique, mais il y a des variations, il y a des différences. Et on va essayer de comprendre quelles sont ces personnalités toxiques, mais il y aura toujours une différence entre leur façon de se comporter. Écoutez bien. Le monde est divers et varié. Comment pourrait-on s'y ennuyer? Prenez les humains par exemple, et parmi eux, les casse-pieds. Il y a les autocentrés qui vous racontent tout d'eux, mais ne vous posent jamais la moindre question sur vous. Il y a les narcissiques qui vous font à chaque rencontre l'étalage de leurs compétences et de leur succès et qui commencent toutes leurs phrases par « Eh bien moi, je ». Il y a les négativistes qui commencent les leurs de phrases par « Oui ». Voilà, je vous mets les sous-titres. Le monde est divers et varié. Comment pourrait-on s'y ennuyer? Prenez les humains par exemple, et parmi eux, les casse-pieds. Il y a les autocentrés qui vous racontent tout d'eux, mais ne vous posent jamais la moindre question sur vous. Il y a les narcissiques qui vous font à chaque rencontre l'étalage de leurs compétences et de leur succès et qui commencent toutes leurs phrases par « Eh bien moi, je ». Il y a les négativistes qui commencent les leurs de phrases par « Oui, mais non ». Les plaintifs qui vous considèrent comme un réceptacle à jérémiade, les gros lourds qui insistent, les raconteurs inlassables de blagues et d'histoires qui embolisent et neutralisent toute forme de conversation intéressante. Le monde des casse-pieds est comme celui des insectes, d'une diversité infinie. Et comme les insectes, les observer et les étudier est quelque chose de très intéressant et de très utile, ne serait-ce que pour savoir s'en défendre lorsque ces casse-pieds deviennent des personnalités toxiques, susceptibles de nous faire souffrir ou parfois même de nous détruire. Mais ce qui est aussi très intéressant et très utile, c'est de nous observer nous-mêmes face à eux. Par exemple, observer nos manières de nous comporter avec eux qui oscillent selon les moments, selon qu'on soit en forme ou non. Dans nos bons jours, quand on a bien dormi, qu'on est de bonne humeur, nous avons l'envie de les comprendre et la capacité d'avoir de la compassion pour eux. Nous pouvons nous rappeler cette belle phrase de Christian Bobin: quelle que soit la personne que tu regardes, sache qu'elle a déjà plusieurs fois traversé l'enfer. Nous pouvons nous souvenir du mot de Socrate disant « Nul n'est méchant volontairement » et nous convaincre que cela s'applique aussi sans doute aux casse-pieds. Mais dans nos mauvais jours, quand on a déjà notre lot de soucis et d'ennuis, ce n'est plus l'envie de les comprendre qui nous habite, mais celle de les fuir ou de leur remonter les bretelles, parfois même l'envie de les voir disparaître à jamais de notre univers. Alors, face aux gens toxiques, avant d'être exaspérés ou épuisés, de leur souhaiter du mal, songeons peut-être à nous poser les bonnes questions à leur propos. Certes, le pourquoi compte. Pourquoi les personnalités toxiques sont-elles toxiques? Que s'est-il passé dans leur passé? Le casse-pied nous fait du mal parce qu'il va mal, c'est clair, c'est toujours bien de le comprendre et d'en tenir compte, mais c'est aussi risqué si on en reste là. Pourquoi supporter un pervers comme conjoint au prétexte qu'il a eu une enfance malheureuse? Alors, après le pourquoi est-il comme ça, vient le temps du comment. Voilà, donc vous avez compris quand ce monsieur il est en train de nous parler des catégories différentes des gens qui nous entourent, et puis on trouve qu'il y a des gens qu'on a qualifiés comme casse-pieds, il y a aussi des gens autocentrés, les narcissiques, et puis les manipulateurs, les planitifs,
et puis aussi les gros lourds, et donc ainsi de suite. Et puis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a parlé qu'il y a des jours assez intéressants, les jours où on se sent euh, en forme et on a envie de les comprendre. On a envie de comprendre ces gens autour de nous qui sont vraiment négatifs. Mais ce n'est pas le cas tout le temps parce que quand on est fatigué, on n'a pas cette énergie, on n'a pas cette volonté non plus, on ne veut pas les comprendre. Et donc, on aimerait bien qu'elles disparaissent ou bien on veut bien s'écarter de ces personnes-là, s'éloigner de ces personnes-là. Et alors, il nous a même parlé de deux citations assez intéressantes. Il a dit que on a vu que toute personne qui est autour de nous, cette personne, il faut savoir qu'elle a traversé l'enfer plusieurs fois. C'est-à-dire, si cette personne, elle est comme ça aujourd'hui, c'est pas à cause de son existence, mais il y avait d'autres raisons qui l'ont mené à cet état-là. Ou bien, nul n'est méchant volontairement. Et donc, il y a toujours une raison. Mais bien sûr, après, pourquoi supporter? Pourquoi rester avec une personne négative ou pervers ou qui est casse-pied? Voilà, donc la question qui se pose ici, c'est comment? Comment s'en sortir? Comment trouver une solution? Ça va être aussi important pour nous parce qu'au travail, même des fois dans la famille aussi, il y a des gens qu'on trouve. Mais comment trouver un bon moyen pour avancer? Voilà. Comment se fait-il que rien ne change? Comment résonnent les personnalités toxiques? Comment les transformer? Ou comment s'en protéger? Comment faire, tout simplement? Il y a de nombreuses options que l'on peut résumer en 4 grandes directions. Premièrement, on peut entreprendre de les aider à changer leur personnalité tout entière. De la vie générale, mieux vaut laisser ce travail difficile aux thérapeutes. Deuxièmement, on peut, ce qui est plus réaliste, s'occuper de changer leur comportement problème avec nous, leur signaler que ces comportements nous dérangent et ouvrir le dialogue à ce propos. C'est déjà un chantier ambitieux qui requiert beaucoup de ténacité et d'affirmation de soi. On peut aussi préférer la protection de soi et s'attacher à les tenir à distance et à s'en écarter chaque fois que c'est possible. Enfin, quatrièmement, il y a ce à quoi on pense moins souvent. On peut s'inspirer des casse-pieds. Oui, s'en inspirer. Les personnalités toxiques sont de très bons contre-modèles. Si quelqu'un nous agace, une bonne idée est de bien l'observer pour chercher à lui ressembler le moins possible. Et donc commencer par chercher en quoi, sans nous en rendre compte, nous lui ressemblons peut-être un peu. Comme l'écrit cruellement La Rochefoucauld, si nous n'avions point de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer chez autrui. Voilà au moins un service que ceux qui nous dérangent peuvent nous rendre. Voilà, donc ce monsieur, il nous a proposé quatre façons différentes d'avancer avec une personne difficile. Il nous a dit au début, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'aider à changer sa personnalité à travers les experts, les thérapeutes, les psychologues, il y a des experts qui peuvent l'aider, cette personne. Et puis aussi, on peut lui demander de changer son attitude, son comportement envers nous, parce que c'est vraiment en duo. Et donc, dans ce cas-là, c'est nécessaire de lui dire qu'il faut dialoguer, il faut communiquer, il faut établir un échange pour vraiment s'en sortir d'une façon positive. Troisièmement, on nous a dit de vraiment se mettre à l'écart et de s'éloigner, de se distancier, parce que des fois, c'est comme on a dit qu'on ne négocie pas, on ne négocie jamais, on ne négocie pas avec un terroriste. Et ça va être compliqué de rester en communication si ça marche pas, ça avance pas. Et puis, le quatrième point, ça c'est assez intéressant, c'est qu'on peut même s'inspirer. C'est-à-dire, on peut s'inspirer de ces gens-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on peut emprunter, on peut vraiment, on peut essayer de faire une petite qualité, on peut ressembler, on peut lui ressembler pour lui montrer que moi je suis comme toi. Et donc peut-être ça va vous aider, ça va nous aider. Pourquoi? Parce que comme disait ce grand monsieur, il dit que si on n'a pas de défaut, et donc on ne va pas prendre plaisir de sa vie. Et donc ça c'est nécessaire d'avoir au moins un petit défaut chez nous, parce que on a même vu ça dans cette vidéo où on a parlé de ces gens-là, les victimes qui sont les personnes loyales et si gentilles, qui n'ont pas de défauts et qui veulent se convertir en infirmières des fois pour aider les pervers.
Et alors, il faut, comment dire, emprunter, il faut s'inspirer des fois de ces défauts-là et au moins un petit défaut, ça va vous faire du bien aussi. Qui sait, peut-être. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous comprenez? Vous avez des questions? Vous avez des choses à partager, des expériences à dire? Monsieur Gilles, dans la dernière vidéo, l'homme a dit que le quatrième conseil, on peut s'inspirer. Oui. C'est pas possible parce que le chef est un supérieur. Oui. Et les choses que le chef fait, on n'a pas le pouvoir de faire la même chose. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, il a dit qu'on ne peut pas complètement se changer comme l'autre. C'est pas possible, mais tout petit peu. Par exemple, si quelqu'un, par exemple, moi, imaginons une personne qui est très gentille et donc il dit oui tout le temps, et l'autre, son patron, il dit non. Et donc, je peux commencer à dire non petit à petit. Vous voyez? Et donc, petit à petit, je commence à me ressembler à lui. Et donc, peut-être ça va me faire du bien. Parce qu'après, je vais fixer mes limites. C'est son idée. Et donc, peut-être c'est un défaut parce que ça n'existe pas chez moi, mais je l'ai pris et je me suis inspiré de cette personne. Donc, après, il ne peut rien dire. Pourquoi? Il va dire, enfin, on peut lui dire, mais monsieur, vous aussi vous dites non, non. Et c'est pour ça que je vous ai dit non. Vous voyez? Et donc, il faut trouver des similarités, mais il ne faut pas se convertir exactement comme l'autre, sinon ça va être catastrophique après. Voilà, c'est l'idée. Ça va? Très bien, on va continuer. Alors, je vous ai préparé un petit document comme d'habitude, et ce document s'intitule Les personnalités toxiques au travail. On va essayer d'en voir certaines, et puis on va aussi essayer de comprendre à travers quelques exemples et quelques solutions qu'on peut trouver pour vraiment s'en sortir. Alors, les personnalités toxiques au travail. Les personnalités toxiques sont des individus dont les comportements perturbent l'harmonie, la communication et l'efficacité d'un groupe. Au travail, elles génèrent stress, conflits, perte de motivation et parfois même un environnement malsain. Voici les profils les plus courants, leur fonctionnement et comment s'en protéger. Le pervers dont on a parlé, parce que c'est vraiment le cas, je dirais, la personnalité majeure qui existe, parce que le but de cette personne, c'est de détruire l'autre. Ça, comment dire, je n'ai même pas de mots pour dire que c'est catastrophique, parce que si on a envie de détruire quelqu'un, alors on n'est pas être humain à la fin. Voilà. Et donc, c'est son idée, on en a parlé, on a compris à travers cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le pervers, ça peut aussi être un pervers manipulateur ou un pervers narcissique. Mais on garde le mot pervers parce que c'est vraiment de la toxicité qui se trouve chez cette personne. Alors, c'est quoi sa définition? Personne qui utilise la manipulation psychologique pour déstabiliser, contrôler et dominer les autres. Il s'agit souvent en douceur au début, puis introduire la critique, la culpabilisation, la dévalorisation, tout en jouant la victime quand on lui résiste. Son objectif, c'est prendre le pouvoir sur l'autre et le détruire. Détruire, vous voyez? Il considère que l'autre, c'est un objet, mais je vais l'écraser. Je vais complètement l'écraser. Voilà. Et exemple, travail, peut-être, il le complimente au début, devient indispensable, puis il commence à dire, mais tu n'es pas assez compétent, heureusement que je suis là. Il nous dit ça. Et il isole la personne, crée le doute, divise les collègues, fait circuler des remarques subtiles pour affaiblir. Et quels sont ces signes typiques? On en a parlé. Il a un charme excessif au début, double discours, mensonge calculé, dévalorisation progressive, culpabilisation en disant que c'est toi le problème, isolement de la victime. Voilà. Et quelles sont les solutions? Comment réagir? Garder une distance émotionnelle, éviter de discuter la vie personnelle. On en a parlé. Si je lui dis trop de ma vie personnelle, monsieur, moi j'aime bien voilà, passer du temps avec ma famille ou avec mes amis le week-end et je joue aux jeux vidéo toute la journée, alors il ne fait pas son travail. Je vais lui combler de travail. Voilà, et donc il va faire ça. Il va essayer de vraiment trouver des espaces où il va essayer de les combler à travers d'autres travaux. Et puis, tout conserver par écrit, ça c'est important. Et de plus, ne jamais se justifier, répondre par des faits. Il faut répondre parce que des fois, on devient émotionnel.
On est émotionnel. Monsieur, mais vous vous en souvenez, la dernière fois j'avais fait ça? Non, ça c'est fini. Vous parlez en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, c'est ça la grande, comment dire, le grand échange qu'on entame avec nos supérieurs des fois. Oui, tout ce qui est passé est passé. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous me le dites. Vous voyez? Et donc, il faut vraiment répondre par des faits, tout conserver par écrit, email, tâches, conversation importante, éviter d'être seul avec lui et chercher surtout soutien auprès du manager ou ressources humaines. Et puis, si on parle des casse-pieds, voilà, maintenant les catégories vont adoucir un petit peu, mais quand même, il faut s'en méfier. Alors, la définition d'une personne qui est casse-pied, c'est une personne qui dérange constamment les autres par des questions sans fin, des détails inutiles ou des comportements envahissants. Par exemple, il interrompt toutes les 5 minutes pour demander comment on fait ça, même s'il a déjà reçu une information ou bien une formation, et quelle est la solution de lui dire fixer des limites en lui disant je suis disponible pour répondre à tes questions à 16 heures. Ça va? Pardon, je suis désolé. Il faut rester très clair. Mais le problème avec les gens gentils, c'est qu'ils n'osent pas dire ça. Vous voyez? Et c'est aussi un entraînement, surtout au travail. Mais dans la famille, on peut se comporter différemment, mais au travail, il faut rester vraiment professionnel. Et l'autre catégorie, c'est l'autocentré. Et c'est quoi la définition? Ce sont les personnes qui ramènent tout à elles-mêmes et qui ignorent les besoins, les émotions et les limites des autres. Par exemple, au travail, en réunion, il ou elle monopolise la parole et ne laisse personne s'exprimer. Solution, rappeler les règles de communication. On va laisser chacun parler 2 minutes. Comme ça, tout le monde aura une belle chance de s'exprimer. Le narcissique, vous vous en souvenez? Ces personnes qui aiment bien faire étalage de tout ce qu'ils possèdent. Voilà. Et ils aiment bien quand on les apprécie beaucoup. Et ils considèrent l'autre comme un objet, mais après, leur intention, ce n'est pas de la détruire, cette personne. C'est pas ça. C'est juste avoir beaucoup de compliments et de frimer et de montrer que moi, je suis le meilleur ou la meilleure. Voilà. Et personne qui cherche admiration, contrôle, domination et qui ne supporte pas la critique. Exemple, il attribue à lui seul les réussites de l'équipe et rejette la faute aux autres en cas d'échec. Et quelle est la solution? Éviter les confrontations directes. Privilégier les faits, documents, emails, traces écrites. Parce qu'après, vous voyez, ils vont dire tout le temps, c'est pas moi, mais à travers les preuves bien documentées, on peut leur dire, monsieur, c'était vous, madame, c'était vous. Les négativistes, ce sont les personnes qui sont toujours pessimistes, jamais satisfaits et convaincus que rien ne marchera. Exemple, quand on présente un projet, ils vont dire « Ah, ça ne marchera jamais » sans donner de solution. Et c'est quoi les solutions avec eux? Il faut leur demander « Et d'accord, je comprends, mais quelle solution proposes-tu? Alors dis-moi. » Vous voyez? Vous leur demandez. Et peut-être ils vont vous donner une solution, sinon ils vont arrêter de le dire. Et après, ce sont les gens, les plaintifs. Définition, toujours victime, toujours malchanceux, il se plaint sans arrêt, mais n'agit jamais. C'est-à-dire, à travers un exemple, je suis débordé, personne ne m'aide, je n'y arriverai jamais. Et quelle est la solution? Encourager l'autonomie. Quelles actions vas-tu entreprendre pour avancer? Dis-moi. Il faut leur donner cette autonomie. Après, nous avons aussi les compétiteurs toxiques. Alors, c'est une personne qui veut toujours gagner, même au détriment des autres. Exemple, il vole les idées, ridiculise les collègues, veut être le favori du chef. Et c'est quoi la solution? Il faut garder une communication professionnelle et neutre, ne jamais partager d'informations non essentielles avec ces personnes-là. Le gros lourd, c'est une personne maladroite, intrusive, qui fait des remarques déplacées ou insiste lourdement. Il fait des blagues douteuses en open space ou répète des commentaires gênants. Et qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire fermement, ce type de remarque n'est pas approprié ici. Ça va? D'accord? Vous voyez? Et dès qu'on dit quelque chose fermement, ça change tout. Même on en a vu avec un patron pervers. Si on lui dit stop, ça s'arrête. Parce que il n'attend pas ça de nous. Oui, des fois, et il nous prend pour quelqu'un de facile, quelqu'un qui n'a pas cette force, cette énergie, voilà. Et ensuite, nous avons le raconteur inlassable. C'est-à-dire, c'est une personne qui parle, raconte, détaille, digresse sans jamais s'arrêter. Par exemple, lors d'une petite pause café, il monopolise la conversation pendant 20 minutes. Et moi, j'ai envie de partir parce que mon travail, mais
Il faut couper poliment, il faut lui dire merci, mais je dois y aller, nous reprendrons plus tard. Vous voyez, après ça dépend de nous si on a envie de revenir ou pas, mais on peut lui dire facilement. Oui, oui, je vais envoyer tous les documents, ne vous inquiétez pas, dans le groupe. Après, nous avons le manipulateur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Cette personne qui utilise la flatterie, le mensonge ou la culpabilisation pour obtenir ce qu'il veut. Et il dit, si tu ne m'aides pas à finir ce dossier, le chef sera furieux et ce sera de ta faute. Vous voyez, il commence à vous blâmer et que ça va vous mettre en difficulté. Vous allez avoir peur. Peut-être si je ne fais pas ça, il va informer notre chef, notre patron. Et ne rien accepter sans preuve ni écrit. Il faut dire, tout d'abord, tu m'envoies la demande par email. Et après, je vais te répondre. Vous voyez? Mais il faut le faire. Mais les gens gentils, dès qu'on nous dit quelque chose, on commence à le finir. Même pas commencer, on commence à le finir. C'est-à-dire, le commencement, c'est déjà dans notre tête. Mais faut pas faire comme ça. Quand on est au travail, il faut rester vraiment professionnel. Et après, le passif agressif, c'est-à-dire une personne qui ne dit jamais les choses directement, mais critique, boude ou ironise. C'est-à-dire, ah oui, tu travailles encore lentement aujourd'hui, en souriant ironiquement. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une manière de critiquer, clarifier immédiatement. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça quand tu me dis que je travaille encore lentement aujourd'hui? Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire? Parlons-en clairement et vous aurez la réponse tout de suite. Et après, le saboteur, c'est une personne qui fait exprès d'oublier, de ralentir, de bloquer un projet pour nuire à l'équipe. Par exemple, transmettre un document en retard pour faire échouer une présentation. Vous voyez? Et donc, son intention, ce n'est pas gentil. Et puis aussi, on voit qu'avec une solution, mettre toutes les tâches par écrit et informer la hiérarchie, ça va être la grande solution. Voilà. Et donc, on a vu les personnalités différentes qu'on trouve au travail. Voilà, on est presque vers la fin et donc méfiez-vous de ces gens-là et restez vraiment en forme pour vraiment avancer dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y, je vous passe la parole. Ça existe dans beaucoup des écoles aussi. Là, il y a aussi un terme que je voudrais utiliser, favoritisme. Favoritism, oui, Ça existe, oui. Dans l'entreprise, dans l'usine, dans beaucoup d'écoles aussi. Parce que quelqu'un s'y favorisait quelques autres personnes, mais ils ne favorisent pas les personnes qui travaillent. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, et donc dans ce cas-là, Smith a dit, les gens, et donc les patrons, ce sont les gens faibles. Ils aiment bien quand on va les apprécier. Ils vont pas reconnaître les talents, les compétences. Alors, je dirais, à long terme, ça va être nuisible à l'efficacité d'une organisation. Ça va être quelque chose de problématique plus tard. Voilà. Mais c'est vraiment dommage parce que ça marche, ça existe. Maintenant aussi, aujourd'hui, toutes les écoles et les entreprises. Oui, oui, c'est vrai. Merci pour votre Merci, Smitaji, merci. Voilà, je passe la parole à vous, Dr. Shobha, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, il y a la personne comme ceci dans le collège aussi. Le chef de département, je pense la raison est l'égoïste. L'égoïste est, tout le monde doit accepter qu'il parle, il parle. Une autre chose, la personne fait l'autre personne basse. C'est la raison, je pense. Mais tout à fait, vous avez raison. Exactement, c'est-à-dire, elles trouvent un plaisir quand elles vont baisser l'estime d'autres personnes. C'est vrai. Merci. Merci, Dr. Shobha. Et pour terminer, je passe la parole à vous, Somdaji. Merci, madame. Monsieur. Merci. Je suis d'accord avec Smitaji et Dr. Shobha. Je voudrais ajouter quelque chose parce que c'est pas seulement dans un collège ou dans une école. Il s'agit aussi d'un rapport vraiment bon. Vraiment, je crois que il faut être, je crois, une relation
une bonne relation entre, par exemple, un médecin et un patient malade, ou peut-être il y a d'autres entreprises comme le vendeur ou le client et je ne sais pas, peut-être un employeur, je ne sais pas, c'est comme ça. Donc, je crois que c'est le même problème là-bas parce qu'il s'agit du comportement. Tout le monde a, comme Dr. Chobha a dit, ils sont des égoïstes et ils sont des supérieurs. Ils n'écoutent pas par exemple, de malades. C'est toujours le médecin qui a la parole. C'est comme ça. Donc, il faut changer un peu le comportement. C'est assez grave, je crois, dans la société. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Somdaji. Vous avez raison, c'est-à-dire ça existe partout et donc il faut inculquer les valeurs et ces aspects positifs des bas âges chez les enfants et peut-être quand ils deviennent les adultes, donc ils comprennent mieux comment s'opère le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et pour terminer, je vous dis, méfiez-vous d'un collègue, d'une personne, d'un patron toxique autour de vous et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Merci, bonne journée. Au revoir.